Salam alaikum, Az-Zulflaoun, bonsoir. L'Algérie a définitivement tourné la page de l'adhésion au bloc des BRICS, a rapporté hier le quotidien Al-Moudjahid, citant une source gouvernementale, même si l'Algérie est membre de la banque des BRICS. La précision survient suite à une information diffusée sur les réseaux sociaux par les milieux d'affaires, nous dit-on, pour semer l'idée que des pays membres des BRICS auraient encore une fois sollicité l'Algérie pour rejoindre ce groupe. Or, pour les autorités algériennes, le dossier de l'adhésion aux BRICS est clos. Et ce, pour des raisons à la fois simples et logiques, rapporte le journal Al-Moudjahid. Les BRICS sont une alliance constituée en 2009 par 5 pays émergents, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. L'Algérie a demandé officiellement à y adhérer, mais sa demande a été rejetée au cours du sommet de l'organisation tenu en Afrique du Sud en août 2023. Ces pays ont en revanche été admis au cours du même sommet l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite, l'Argentine et l'Iran. En août dernier, l'Algérie a été toutefois admise comme membre de la banque des BRICS, la nouvelle banque du développement, la NBD. Cette admission avait été perçue par les observateurs comme un premier pas vers l'adhésion de l'Algérie aux BRICS, mais il n'en sera rien après cette précision algérienne exprimée à travers le quotidien Al-Moudjahid. L'article d'Al-Moudjahid pointe du doigt, sans les nommer, 2 pays qui ont été à l'origine du blocage de l'Algérie. La vérité est qu'un pays membre des BRICS, obéissant à des intérêts mesquins, bien loin de la rigueur économique, a mis son veto avec une insistance presque théâtrale. Ce pays a agi sous les ordres d'un modeste émirat du Golfe qui orchestre en coulisses une pression aussi sournoise que stratégique sur le reste des membres, veillant à ce que l'Algérie soit éliminée, accuse le journal Al-Moudjahid. Nous débattrons avec nos invités de cette décision de l'Algérie à tourner la page au bloc des BRICS. Pourquoi? Juste après cette petite intro. L'Algérie tourne la page des BRICS. Pourquoi? C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Lias Jbaili, ingénieur, économiste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Lias Jbaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation et je salue toute l'équipe El Magharibiya et nos compatriotes qui nous suivent de près de loin. Merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup, Lias Jbaili. Marhaba bik. On a aussi le plaisir d'accueillir Nazim Taleb, membre du secrétariat Mouvement Rachid, qui est avec nous aussi via Skype depuis Paris. Nazim Taleb, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci Nasser, merci à toute votre équipe pour l'invitation, à vos invités sur le plateau et également à tout le peuple algérien. Encore une fois, merci. Merci beaucoup Nazim Taleb. On va commencer bien sûr à essayer de comprendre cette décision qui a été relayée par le quotidien Al-Moudjahid. Donc l'Algérie tourne définitivement la page des BRICS. On va essayer de comprendre pourquoi. Et cette cacophonie au niveau de vision de la diplomatie et des orientations de notre politique étrangère. On va essayer aussi de poser ces questions à nos invités. Avant de commencer avec nos invités, on va essayer juste de regarder ce petit reportage de Canal Algérie sur cette question. Et dans le reste de l'actualité, déconcerter les milieux d'affaires de lever le voile sur une information diffusée à 200 sur les réseaux sociaux. Elle court seulement l'idée que les pays membres des BRICS auraient encore une fois sollicité l'Algérie pour rejoindre ce groupe.
un groupe auquel font partie des pays qui ont accepté de rester sous l'hégémonie des États-Unis et de certaines institutions internationales. Mais quelle est enfin la vérité tapis derrière ces chuchotements annonçant l'Algérie en pole position dans le futur élargissement des BRICS? Élément de réponse avec Adel Bouhames. Pour les autorités algériennes, le dossier de l'adhésion aux BRICS est clos. Mieux encore, l'Algérie a définitivement tourné la page, même si elle est membre de la Banque des BRICS. Les raisons qui ont poussé l'Algérie à tourner le dos à ce conglomérat sont à la fois simples et logiques. Quand, durant l'été 2023, le sommet de Johannesburg s'est conclu par l'adhésion de 6 nouveaux membres, aucun argument plausible n'a été avancé pour justifier l'élimination de l'Algérie, dont le dossier a été retiré à la dernière minute, à la surprise générale, démontrant ainsi une incohérence flagrante tant sur le fond que sur la forme. Censé remettre en question un ordre mondial établi, représenté par le FMI et la Banque mondiale, cette organisation devrait agir avec une approche plus inclusive. Or, elle adopte une logique de sélection absurde, limitant aussi bien son impact que sa portée. Au lieu de ratisser large et d'apporter des solutions globales, elle se contente d'une démarche restrictive. Cette contradiction n'affaiblit-elle pas sa crédibilité ? Comment en effet ne pas douter de ses véritables intentions quand on sait que l'Algérie est de très loin mieux lotie que plusieurs pays admis à l'organisation lors de ce fameux sommet? Pays sans dette extérieure, possédant la plus grande superficie d'Afrique, regorgeant d'importantes ressources minérales et énergétiques. L'Algérie est dotée d'infrastructures enviables par tout le continent. Plus surprenant encore, le FMI et la Banque mondiale, généralement avares en compliments, ont publiquement salué les performances économiques de l'Algérie, allant jusqu'à les ériger en modèle de réussite. Pourtant, ironie du sort, ce sont les BRICS, ces champions autoproclamés de l'alternative économique mondiale, qui ont choisi d'ignorer une telle prouesse. Mais cette cécité n'a rien de mystérieux, c'est même un secret de polichinelle. La vérité est qu'un pays membre des BRICS obéissant à des intérêts mesquins bien loin de la rigueur économique a mis son veto avec une insistance presque théâtrale, empêchant ainsi l'adhésion de l'Algérie. Et pour couronner le tout, ce pays agit non pas par conviction, mais sous les ordres d'un modeste émirat du Golfe qui orchestre en coulisses une pression aussi sournoise que stratégique sur le reste des membres, veillant à ce que l'Algérie soit éliminée. Comme quoi, dans les coulisses des BRICS, la géopolitique prend des allures de comédie bien huilée. Reste-t-il encore une raison pour répondre à l'appel du pied des BRICS? Les nouveaux membres des BRICS, comme les Émirats arabes unis et l'Égypte, sont très proches des États-Unis, alors que l'objectif de la création des BRICS était de sortir de l'hégémonie des États-Unis et de certaines institutions internationales. Dans ce cas, à quoi bon d'adhérer aux BRICS, qui devaient militer pour un monde multipolaire? En revanche, l'Algérie est membre de la Banque des BRICS. Le cas de l'Algérie, dont l'exclusion résulte moins de critères économiques que de manœuvres politiques, est un exemple frappant. Alors que le FMI et la Banque mondiale ne cessent de vanter sa performance et sa résilience face aux crises globales, cette exclusion souligne la fragilité des engagements des BRICS à l'égard des économies émergentes. L'Algérie, avec ses réserves énergétiques stratégiques, sa stabilité financière et ses réformes internes audacieuses, aurait dû naturellement figurer parmi les... Voilà, donc on a donné un peu les raisons pourquoi l'Algérie a tourné la page au bloc des BRICS. Nazim Taleb, je vais commencer cette émission avec vous. Bien sûr, l'adhésion aux BRICS, c'était une priorité pour l'Algérie. En 2023, le sommet des BRICS à Johannesburg, donc en Afrique du Sud, et l'Algérie n'a pas été acceptée donc, dans ce bloc. Bien sûr, on a parlé d'autres orientations, on a parlé de Shanghai, on a parlé d'autres blocs, mais comment expliquer cette décision donc de l'Algérie de tourner cette page du BRICS, Nazim Taleb? Moi, je dirais quand même que c'est une décision qui est inexplicable, parce que comment expliquer que l'Algérie qui demande à adhérer à la banque des BRICS, que
sa demande a été acceptée lors du sommet de Johannesburg le 30 août. Et quelques semaines après, dire que je ne veux plus adhérer au BRICS. Donc déjà, c'est une décision qui n'est pas, de mon point de vue, cohérente. Parce que finalement, comme on le sait, la Banque des BRICS finance des projets d'infrastructures dans les pays qui sont principalement membres du BRICS. Et si, d'après les annonces du gouvernement, normalement, l'Algérie devait contribuer à hauteur de 1,5 milliard de dollars, sachant que les membres fondateurs, la banque initialement a fait un nombre de parts équivalent à 100 milliards de dollars, avec chaque membre fondateur à hauteur de 10 milliards, et qui sont, encore une fois, un argent qui finance des infrastructures de ces pays-là, en Chine, au Brésil, maintenant en Égypte, en Bangladesh. Et donc, finalement, l'Algérie va donner un chèque de 1,5 milliard pour finalement ne pas faire partie des BRICS et finalement pour financer des projets qui sont dans des pays qui sont membres du BRICS. Donc, encore une fois, pour moi, c'est une décision complètement incompréhensible et complètement incohérente. Maintenant, le pourquoi, ils disent qu'ils se sont fait approcher par d'autres pays pour rejoindre le bloc BRICS. Encore faut-il le démontrer. Comment ils peuvent approcher l'Algérie alors qu'elle a été refusée il y a moins d'une année du BRICS. Ça n'a pas de logique non plus. Je crois que l'Algérie, malheureusement, elle est en train de s'engloutir dans ses contradictions à tous les niveaux. Et moi je suis d'accord, par exemple, là pour le coup, avec ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire comment ça se fait que les Émirats, qui sont un suppôt du régime impérial américain, puissent être acceptés et refuser l'accès de l'Algérie. Ça, là-dessus, je suis plus ou moins d'accord. Mais en même temps, ils reprochent à l'Émirat, qui n'était pas encore membre, ils avaient fait leur candidature comme l'Algérie, avoir fait pression pour que l'Algérie ne soit pas acceptée. Alors, comment un pays candidat peut faire pression alors qu'il n'est même pas membre? Donc, premièrement, ça, c'est quelque chose qui est illogique. Ce qu'ils ne disent pas, par contre, c'est que l'Algérie, pourquoi elle n'a pas été acceptée, c'est sur sa position lors de la guerre d'Ukraine et ses abstentions lors des résolutions pour sanctionner la Russie. La Russie n'a jamais accepté. Mais peut-être, Nazim Taleb, quand il parlait des Émirats arabes unis, peut-être ils n'ont pas cité le pays. Mais peut-être parce qu'il y a un sommet qui est prévu le 18 octobre prochain à Moscou, donc le sommet des BRICS, et qu'on parlait d'une autre tentative d'adhésion de l'Algérie aux BRICS, et peut-être les Émirats, c'est ce que j'ai compris en tous les cas, les Émirats ont joué un rôle pour dissuader les autres pays à ce que l'Algérie ne soit pas admise. Alors peut-être que j'ai mal compris. Dans tous les cas, il est quand même grave qu'un pays comme l'Algérie, avec sa surface géographique, son positionnement géostratégique, son poids au niveau civilisationnel, mais aussi historique, finalement reprocher à un tout petit pays de 600 000 habitants qu'il ait un tel poids beaucoup plus supérieur à l'Algérie. Ça, c'est déjà un constat d'échec. Ça, c'est normalement l'Algérie, avec tout le bagage qu'elle a, devrait avoir honte de dire que finalement c'est un petit État des Émirats qui a bloqué son adhésion, ou même au prochain sommet. Alors peut-être que j'ai mal compris, mais dans tous les cas, le résultat est le même. C'est un tout petit pays qui bloque l'adhésion de l'Algérie. Nazim Taleb, c'est ce qu'on peut lire dans l'article. Excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Nazim Taleb, on peut lire: la vérité est qu'un pays membre des BRICS obéissant à des intérêts mesquins, bien loin de la rigueur économique, a mis son veto avec une insistance presque théâtrale. Ce pays agit sous les ordres d'un modeste émirat du Golfe. Et là, bien sûr, on peut faire le parallèle par rapport à un autre pays, un grand pays qui est l'Inde. Votre réaction? Oui, mais donc je crois que ma compréhension est juste. Parce que là,
le journaliste ou le reportage que vous avez montré, c'est l'exclusion de l'Algérie pour adhérer aux BRICS. On parle bien de ça. Donc, si on dit l'Émirat a mis son veto, on parle justement de l'adhésion récente qui a eu lieu il y a quelques mois par l'Arabie Saoudite, l'Égypte, etc. Donc, on parle bien de cette exclusion. On ne parle pas d'un sommet qui va se tenir lieu dans quelques mois. Moi, en tout cas, c'est ma compréhension. Et l'Arabie, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, un État qui s'est positionné pour adhérer aux BRICS ne peut pas poser son veto puisqu'il n'est pas encore membre. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas logique leur justification. Et même si elle était logique, et si quand bien même ces Émirats unis sont tellement un ennemi pour l'Algérie, pourquoi à ce moment-là maintenir les investissements ou les entreprises qu'ils sont en train de gérer en Algérie, notamment le tabac, notamment le port d'Alger? À ce moment-là, il faudra avoir le courage de nationaliser ces pays pour dire les Émirats sont un danger. Et d'ailleurs, je suis d'accord, hein, les Émirats sont un danger. Je suis tout à fait d'accord sur ce postulat. Mais à ce moment-là, il faut prendre les démarches nécessaires pour que ces Émirats n'aient plus un seul intérêt économique en Algérie, puisque c'est un État, d'après leur déclaration, c'est un État ennemi qui est en train de mettre son veto ou son prochain veto à l'adhésion de l'Algérie aux BRICS. Troisièmement, non, encore une fois, troisièmement, le troisième point, c'est après où est-ce que l'Algérie va se positionner. Donc, elle dit que je ne veux pas adhérer aux BRICS. Aujourd'hui, la construction du Maghreb, du Grand Maghreb, elle est complètement en panne. Au contraire, on voit une escalade avec les relations avec le voisin marocain. On voit une détérioration des relations avec les pays du Sud. On voit une détérioration avec les relations avec l'Espagne, avec la France, avec la Russie. Parce que avant que vous m'interrompiez, je disais que la Russie n'a jamais pardonné à l'Algérie lors de son invasion en Ukraine d'avoir pallié au manque du gaz russe par le gaz algérien. Et c'est pour ça que la Russie, au fait, c'est elle qui a mis son veto à l'adhésion de l'Algérie aux BRICS. C'est pas les Émirats qui n'étaient pas encore membres. C'est la Russie qui n'a pas du tout apprécié l'attitude de l'Algérie, qui a déclaré juste après l'invasion de l'Ukraine par la Russie qu'on va pallier au gaz russe en délivrant plus de gaz algérien. Mais Nazim Taleb, en contrepartie, on a vu l'Algérie, par exemple, aux Nations Unies, elle a voté en faveur de la Russie. Au contraire, l'Algérie a été exposée et même les Américains ont critiqué la position de l'Algérie vis-à-vis de la Russie. Restez avec nous, Nazim Taleb. Lies Jbaili. Sur cette question, vous avez entendu donc l'analyse de Nazim Taleb, mais aussi il a parlé d'incompréhension, mais aussi d'incohérence. L'article en lui-même parle de ces incohérences aussi, mais les incohérences vues par du côté algérien. Ces incohérences révéleront sans doute à terme, prévoit Al-Moudjahid, les limites d'un bloc qui prétend remodeler l'ordre économique mondial, mais qui en réalité est lui-même prisonnier de ses propres calculs. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question, Lies Jbaili? Merci Nasser. Permettez-moi d'apporter quelques petits correctifs. Que le BRICS n'est pas ouvert, ce n'est pas une ouverture, une alliance ouverte indirectement, directement, une alliance anti-américaine, anti-occidentale. C'est un bloc émergent porté par des pays qui veulent un nouvel ordre d'influence dans le monde. Tout simplement, ce qu'on appelle une alternative par rapport à la puissance américaine. C'est ça. Donc, c'est des pays émergents qui sont portés par une très forte une dynamique de croissance, une croissance économique, et aussi, il faut le signaler, par un rattrapage industriel et économique et technologique. C'est très important. Il n'y a pas que le critère économique, il y a aussi un paramètre qui pèse dans la balance, à savoir sur le plan technologique et industriel.
Maintenant, le BRICS aussi, il faut dire à nos compatriotes qui nous suivent, ce n'est pas le pacte de Varsovie, c'est pas l'internationale communiste, c'est pas un espace économique comme celui de l'Union européenne, et ce n'est pas aussi ce qu'on appelle l'OTAN. Mais dans le futur, il peut devenir l'une ou de l'autre. Ça dépend la puissance, ça dépend comment il est géré. Il est géré par 3 pays puissants. La Chine qui l'instrumentalise, il faut le dire, hein, c'est du business, mais il l'instrumentalise à des vocations politiques. La Russie, elle suit la Chine, et vous avez aussi un pays, parmi tous ces pays, un pays quand même émergent, très démocratique, l'Inde. Maintenant, qui a décidé ou qui n'a pas décidé, ou qui a rejeté directement l'adhésion de l'Algérie, pour adhérer au BRICS, il faut des critères, il faut satisfaire les critères. Premièrement, il ne faut pas ce qu'on appelle traîner les casseroles du point de vue économique structurel. Avec des problèmes structurels économiques, tu ne peux pas adhérer. Mais vous allez maintenant, tu vas me dire, mais l'Iran et l'Égypte qui ont des problèmes économiques, leurs fondamentaux économiques ne sont pas viables et quand même leur PIB n'est pas aussi terrible, quand même ils ont été adhérés. Et par conséquent, nous avons remarqué que cet espace, le BRICS qui était un espace économique, il a été élargi, il devient à la fois un espace économique et un espace diplomatique et politique. Sachant que l'Afrique du Sud, en 2010, ce pays d'Afrique du Sud a quand même une grande puissance. En 2010, il a été intégré au sein des BRICS sur des critères purement politiques, mais nullement sur des critères économiques. Maintenant, le problème, revenir à l'arrière, c'est fini, c'est trop tard, c'est que ce régime n'a pas su positionner l'Algérie, ce qu'on appelle dans un monde de multipolarité. Parce que le problème, c'est que il faut qu'on sorte de cette exclusivité stratégique. Quand vous avez une stratégie exclusive, donc vous ne pouvez pas avancer, il faut être positionné à gauche et à droite. On peut garder des partenaires occidentaux, d'ailleurs, la Chine, elle a un commerce, elle fait du commerce international avec les États-Unis et elle détient des bons de trésor américains et en même temps, elle monte son business au sein des BRICS et en même temps, elle monte pas mal de partenariats dans le monde. Donc, au fait, c'est un pays qui a su se positionner. Revenons à l'Émirat arabe. Moi, j'ai toujours dit sur l'antenne Maralibiya, quand vous donnez la gestion de vos ports, vous donnez la gestion de vos ports, c'est là où le cœur du business arrive, vous perdez votre souveraineté économique. Et quand vous perdez votre souveraineté économique, ça vous perdez ce qu'on appelle votre souveraineté nationale. Maintenant que ce petit pays, l'Émirat arabe, pourquoi il fallait lui donner la gestion des ports, sachant que la gestion des ports, d'ailleurs, il s'est porté candidat pour la gestion des ports aux États-Unis, on lui a refusé. Pourquoi ? Parce que c'est un pays démocratique, parce que on ne donne pas la gestion des ports. Quand vous donnez la gestion des ports, vous perdez non seulement votre souveraineté économique, elle sera, je veux dire, sous l'emprise d'une entité extérieure. Maintenant, qui a refusé ou qui n'a pas refusé ? Maintenant, le problème de l'Algérie, est-ce que le BRICS est une bonne chose ou pas ? Pour moi, nous avons perdu une chance. Mais il ne faut jamais regretter. Il faut travailler sur des fondamentaux. Ce qui est bien avec le BRICS, c'est que les États membres... Je vais vous laisser continuer votre idée. Mais la question qui se pose, Elias Jubaili, c'est cette incompréhension de la direction ou de la vision de l'Algérie. Quand on voit, par exemple, l'incohérence... mettre 1,5 milliard de dollars dans la banque des BRICS, la NBD, d'un côté, alors qu'on sait très bien que cet argent va aller dans des projets qui vont financer les pays qui sont membres du BRICS. Donc, qu'est-ce que l'Algérie va gagner de cette adhésion à la banque des BRICS? De l'autre côté, on nous dit que la page des BRICS a été tournée définitivement. C'est cette incompréhension, c'est cette incohérence dans la vision des choses. On peut comprendre que l'Algérie n'a pas été admise au bloc de BRICS et peut-être elle a une autre vision sur d'autres groupes, mais cette incohérence dans les positions de l'Algérie qu'on n'arrive pas à comprendre, Elias Jubaili. Je vais répondre à la question, c'est-à-dire le dépôt, on appelle ça le dépôt de 1,5 milliard de dollars.
dans la banque de développement qui appartient aux BRICS. Il faut savoir que la banque des BRICS, elle permet de financer les projets au sein des États membres. C'est-à-dire que le 1,5 milliard de dollars qui a été déposé par l'Algérie va financer les États membres. Il va financer un projet dans le sud de l'Éthiopie pour l'irrigation des terres. Peut-être aussi, il peut irriguer, il peut financer d'autres projets en Chine et dans les États du pays membre. Et peut-être aussi, on peut financer un projet en dehors. On peut demander un pays qui n'est pas membre du BRICS et qui a une certaine relation solide avec certains pays, par dérogation, on peut lui financer. On ne sait jamais, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais c'est vrai, c'est une incohérence totale. Je pense que l'Algérie, au fait, elle est perdante dans le sens où, à partir du moment où sa candidature a été rejetée, il fallait revenir à la charge, tout simplement. Corriger ce qu'on appelle sur le plan économique, corriger sur le plan politique. Sur le plan politique, la Chine n'a pas aidé. La Chine est un partenaire commercial de l'Algérie. Est-ce qu'elle a aidé pour appuyer sa candidature au BRICS? Moi, ça m'a étonné. Quant à la Russie, elle sanctionne ou elle ne sanctionne pas. Peut-être elle a dû sanctionner. D'ailleurs, la Russie, elle a sanctionné l'Algérie en passant même pas par le commandant militaire algérien, en essayant un petit peu de donner un feu vert à sa milice Wagner en train de sillonner le Sahel. Donc ça, c'est une autre question. Même l'Inde aussi, il faut savoir qu'on n'a pas des relations, c'est vrai, on a des relations un peu froides avec l'Inde. L'Inde est une grande démocratie, mais l'Inde, elle est à cheval sur les critères économiques. On est amis, mais à partir du moment où les critères économiques ne sont pas atteints, je vous accepte pas. Donc quasiment, on peut dire tous les pays ne voulaient pas de l'adhésion de l'Algérie, en quelque sorte. C'est vrai. Qui va me dire la Russie, elle a sanctionné la Chine ou l'Inde? Pour moi, les trois pays, peut-être, ils ne sont pas mis d'accord pour valider la candidature à l'Algérie. Ils voulaient valider la candidature de l'Iran parce qu'elle a un poids stratégique et quand même, au sein du Proche-Orient. On sait c'est une plaque tournante en termes de politique, quoique son économie, elle est quasiment à la ramasse. Maintenant, peut-être, c'est le baroud d'honneur, mettre 1,5 milliard de dollars, espérer peut-être plus tard de réintégrer. Est-ce que le pouvoir algérien, est-ce que le régime algérien, est-ce que les autorités algériennes, est-ce que l'Algérie a reçu quelques informations en catimini disant que voilà, sa candidature a été rejetée par les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis, ils n'ont pas été, ils n'étaient pas membres. Comment on peut être membre et peut-être l'Arabie saoudite, sachant que l'Arabie saoudite, on ne lui a même pas demandé, on a approuvé sa candidature, alors elle ne voulait même pas peut-être juste être là sans être là. Parce qu'ils savent que les États-Unis, que l'Arabie saoudite, je ne dis pas le vassal ni le suppôt, c'est une alliance très forte avec les Américains sur le plan économique. Ils savent très bien, ils l'ont laissé. Et l'Algérie, quand même, c'est un pays, qu'on le veuille ou non, non aligné, qui a sa propre politique. On ne lui a pas fait confiance. On ne fait plus confiance à notre pays. Il faut nous faire une fois pour tout que sur le plan international, mais aussi, est-ce que le fait d'avoir une politique... On fait plus confiance à notre pays, tout simplement. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on travaille sur autre chose. L'Algérie n'a pas cette hiba, comme on dit en arabe, n'a pas cette notoriété à imposer ses points de vue. Pour moi, c'est vraiment un pays continent, comme le disait tout à l'heure monsieur Nazim, un pays continent, première superficie d'Afrique, 4 saisons, 1200 km de côte, du foncier minéral non exploité, on lui refuse sa candidature. Peut-être sur le plan économique, ils auraient pu accepter. Ils auraient pu accepter l'Algérie en tant que pays observateur. Par respect, on ne valide pas votre adhésion, mais on vous accepte en tant qu'observateur pour une durée d'1 an, 2 ans. Après, une fois les réformes économiques seront faites. Mais aussi, Elias Jubaili, mais aussi la question se pose sur la diplomatie algérienne et la politique extérieure algérienne, surtout quand on voit que on a beaucoup de crises avec beaucoup de pays. On a vu par exemple la presse algérienne, comment elle s'est prise aux Émirats. Donc on est tombé dans l'insulte
Alors, quand on fait de la diplomatie, d'abord, on cherche à protéger les intérêts du pays. Restez avec nous, Lias Jubaili. On va aller à Nazim Taleb. Avant de vous donner la parole, Nazim Taleb, on va écouter juste ces déclarations qui ont été faites par Xavier Drioncourt à la chaîne El Magharibiya sur la vision de la diplomatie algérienne. Il y a une politique menée au jour le jour, sans perspective. Et encore une fois, pourtant, les diplomates algériens que j'ai fréquentés, ceux que je connais, les ambassadeurs algériens à Paris, à l'ONU, il y a de grands diplomates algériens qui s'expriment avec beaucoup de force et de conviction. Mais c'est le système diplomatique, politique qui est encrassé. Et il y a effectivement un manque de vision et une vision très, très rétrécie, très court-termiste vis-à-vis de la politique étrangère. Il n'y a pas de projection sur le long terme. Nazim Taleb, cette analyse de la diplomatie algérienne par Xavier Drioncourt, que peut-être d'observateurs vont dire qu'elle est juste. On est dans le court-termiste, on n'a pas de vision, on est dans l'incompréhension et l'incohérence, vous l'avez dit. Juste pour vos téléspectateurs, il faudra quand même corriger. Vous avez dit l'Algérie a été contre les résolutions pour condamner l'invasion de l'Ukraine. L'Algérie s'est abstenue à 2 reprises. Elle s'est abstenue lors du vote de février 2022 ou de mars 2022. Et le deuxième, c'était le 23 février 2023, mars 2023. Je ne me rappelle pas exactement, mais en tout cas, c'était février-mars. Dans les 2 cas, elle n'a pas voté contre la résolution. Bref, pour revenir effectivement à la gestion au jour le jour, mais ça, c'est malheureusement les conséquences directes de la volonté de ce régime du tout sécuritaire. Du tout sécuritaire. Et ça a commencé, la diplomatie algérienne a commencé à décliner considérablement à partir de 91-92. Les positions fortes qu'elle avait, on se rappelle de l'Algérie où elle accueillit divers groupes des révolutionnaires, et même Carlos, quand même, il fallait avoir du courage pour le faire, il était quand même dans la liste des terroristes. L'ANC, l'Algérie quand même avait une diplomatie qui était active. Elle a commencé complètement à décliner à partir de 92 parce que justement ce régime a décidé d'une gestion sécuritaire de l'Algérie. Et ce qu'il importe, c'est de rester au pouvoir et tout le reste n'est que... Mais Nazim Taleb, même sans revenir peut-être aux années 90, on a vu du temps de Bouteflika, on n'avait pas des crises avec des pays par exemple proches comme le Maroc ou comme par exemple l'Espagne ou la France. 3 fois le rappel de l'ambassadeur algérien en France. Depuis 2019, on a vu cette diplomatie qui est en recul. Et on a vu aussi une politique sans vision, Nazim Taleb. Je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Bouteflika, sur le front africain, il n'a jamais fait de déplacement officiel dans un pays africain, Bouteflika. Corrigez-moi si je me trompe. Il n'a jamais fait une visite officielle dans un pays africain. C'est-à-dire que c'est quand même le comble que vous soyez un pays africain et que vous preniez même pas la peine d'aller voir vos voisins. Corrigez-moi, peut-être que votre Lies, il peut me corriger aussi, mais j'ai pas souvenir. Il y a eu des crises avec la France, c'est pas vrai. À l'époque de Bouteflika, il y a eu des crises avec la France. Alors, il n'y a pas eu de crise effectivement avec la Russie ou avec les pays du Sud, mais en tout cas, c'était en gestation. Les pays du Sud étaient vraiment en gestation. Alors, les crises, effectivement, c'est pas parce que il n'y a pas de crise majeure à l'époque de Bouteflika qu'on n'avait pas une diplomatie déclinante. Au fait, c'était tout simplement peut-être qu'il n'y avait pas cette agressivité, si on peut dire, de notre diplomatie, Nazim Taleb. Parce que il faut quand même dire qu'il y a aussi des puissances montantes
notamment la Chine, notamment la Turquie. Il y a 20 ans, en 2000, la Chine n'était pas un acteur majeur en Afrique. La Turquie n'était pas non plus un acteur majeur en Afrique. Les Américains avaient sous-traité une partie de l'Afrique à la France. La France, on a vu sa gestion en Afrique qui était catastrophique. Et maintenant, les États-Unis veulent avoir une intervention directe en Afrique. Et on a vu les déplacements de l'Africom, y compris en Algérie. Alors l'Algérie qui critique bien sûr le BRICS parce qu'ils sont sous l'emprise de certains pays, sont sous l'emprise des États-Unis, mais ça la dérange pas d'accueillir le patron de l'Africom, qui est quand même une base militaire américaine. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas parce que le problème a éclaté maintenant que ça ne couvait pas avant. Ces problèmes qui sont au Mali, au Niger, au Nigeria, c'est parce que pendant des années, l'Algérie a regardé que vers le nord. Elle n'a jamais regardé vers le sud. Son économie, l'Algérie, son économie aujourd'hui, elle est encore basée sur le pétrole et le gaz. On n'a jamais fait de grands partenariats stratégiques avec nos voisins du Sud. Il n'y a pas de projet de développement commun avec nos pays du Sud, avec le Mali, le Niger, le Burkina Faso, etc. Donc tout ça, ça se paye. Et quand vous laissez le vide, forcément, ce vide, il est rempli par d'autres acteurs. Combien loin ils sont, comme la Chine, comme la Turquie. Alors que l'Algérie, encore une fois, avec son potentiel économique, pouvait avoir réellement, elle pouvait jouer un rôle majeur sur les pays du Sud. Dans un rapport, bien sûr, de win-win. On n'est pas forcément une nouvelle remplacer la France par la colonisation algérienne. Non, loin s'en faut. Il fallait que, bien sûr, que ce soit des projets de développement commun, un partage des connaissances ou un transfert de technologie et voire faire des projets ensemble. Ça n'a pas été du tout le cas. Et aujourd'hui, malheureusement, ça nous explose dans la figure. Et aujourd'hui, ce vide-là, il est rempli par les Turcs. Regardez, les Turcs, depuis les 10 dernières années, ils sont très actifs sur le Sahel. Les Émirats sont très actifs dans le Sahel, y compris dans le trafic de l'or et des minerais, et des minerais rares. Et ça, on ne peut pas blâmer les Émirats. On peut que blâmer un acteur majeur comme l'Algérie qui a laissé un pays, un suppôt du régime américain pénétrer notre espace stratégique. Il en va de même, Nasser, de la Libye. La Libye, on ne pouvait pas accepter une quelconque intervention. On était vraiment bien placé pour régler la crise libyenne. Mais comment voulez-vous qu'il y ait des militaires qui ont une vision dictatoriale et comment dirais-je, et sans dialogue sécuritaire de leur population, puissent avoir une solution en Libye. Et malheureusement, on a laissé d'autres pays intervenir encore une fois chez nos voisins et regarder les résultats. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est pas pour revenir dans les années 90, Nasser. C'est juste pour vous dire que notre diplomatie a été déclinante et aujourd'hui, avec les tensions qu'on est en train de voir avec les pays émergents qui deviennent des superpuissances comme l'Inde, comme la Chine, comme les États-Unis, qui ont besoin, encore une fois, de sécuriser leurs matières premières. Et ben aujourd'hui, l'Algérie, elle se retrouve complètement repliée sur elle-même, et au lieu de faire les démarches, les réformes nécessaires pour rejoindre le BRICS, comme elle a très bien remarqué Elias, on est en train de se recroqueviller encore une fois sur nous-mêmes. On est en train, comme un petit enfant, on est en train de blâmer tout le monde. Ah, c'est les Émirats. Et si c'est pas les Émirats, c'est la France. Si c'est pas la France, c'est l'Espagne, etc. On est toujours à blâmer les autres. Et on ne se regarde pas devant le miroir. Très bien. Et le miroir, il est malheureusement un État où, avec un décret en juillet, qui a été signé en juillet, et je viens de l'apprendre là dernièrement, que même des organismes qui gèrent l'immobilier, ADL, etc., on a désigné des officiers pour les gérer. C'est une militarisation de la société algérienne. Et vous avez qu'à voir la rentrée scolaire. Qu'est-ce que les enfants regardent? Eh ben, c'est des militaires, des policiers et des gendarmes.
Restez avec nous, Nazim Taleb. Vous avez parlé donc de l'isolement diplomatiquement de l'Algérie. On va aussi écouter sur ce sujet Xavier Drioncourt. La guerre civile, avant la décennie noire, l'Algérie était la Mecque des révolutionnaires. On disait le rôle que l'Algérie avait joué comme médiateur entre l'Iran et les États-Unis, le nombre de sommets africains ou autres qui se passaient à Alger. Et aujourd'hui, plus personne ne va à Alger. Il y a juste le président du Venezuela, l'Iranien, voilà, ce sont les seuls qui vont faire une escale à Alger. Et diplomatiquement, regardez la carte de l'Algérie. L'Algérie est brouillée à l'ouest avec son voisin marocain, avec une escalade dans la dégradation des relations. Rupture des relations diplomatiques depuis déjà. Et rappel de l'ambassadeur, fermeture des frontières, etc. Et puis une escalade continue. Il y a quelques jours à Tokyo, pour une réunion de l'ONU, il y a eu le délégué marocain et le délégué africain qui en sont venus au Sahel, qui sont un peu les pays de l'arrière-cour de l'Algérie. Les relations ne sont pas bonnes avec le Mali. Et Wagner et la Russie jouent un rôle un peu ambigu. C'est pour ça que la relation avec la Russie est aussi quand même très compliquée et pas aussi simple que cela. Et puis à l'Est, en Libye, l'armée du maréchal Haftar est en train de descendre vers le sud et elle est soutenue par les Émirats arabes unis avec lesquels l'Algérie n'est pas en très bons termes. Donc, sur le territoire, autour du territoire algérien, l'Algérie est entourée de pays. Xavier Drioncourt, donc, dans une interview exclusive à la chaîne Al Magharibiya. Lies Jubaili, quand on entend Xavier Drioncourt, aussi d'autres observateurs de la scène politique algérienne, de la politique extérieure algérienne, souvent ils reviennent sur le même constat: l'Algérie est isolée diplomatiquement. Avant de dire, Rihanna, que l'Algérie diplomatiquement, est-ce que vous avez vu dans n'importe quel pays au monde, durant 5 ans du régime présidentiel de Tebboune, il a changé 7 fois le patron des renseignements extérieurs algériens. 7 fois. Et le patron des relations, des services secrets extérieurs, ça veut dire qu'il doit être une pointure, c'est-à-dire capable d'avoir une lecture, une analyse bien. La preuve, c'est une faillite totale aussi sur le plan sécuritaire, sur le plan à l'extérieur. Quant à l'intérieur, on n'en parle pas. C'est une dictature pleine et consommée. Maintenant, l'isolement de l'Algérie, c'est le régime, le pouvoir qui est responsable. Au temps de Bouteflika peut-être, je suis d'accord avec Nazim, Bouteflika il ne s'est pas déplacé, mais lui, il sortait la politique du chéquier. C'est lui qui a effacé une dette quasiment de 1 milliard de dollars pour les pays africains dont nous avons de très bonnes relations, et aussi, quand on a une aisance financière, un pays doit aussi avoir des partenaires solides. Mais lesquels ces pays? Ces pays nous tournent le dos, il y en a. Vous prenez l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Vous avez entendu le colonel Maïga, comment il traite le ministre des Affaires étrangères, M. Attaf, et le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, d'énergumène diplomatique. Il insulte l'Algérie et ses représentants, je veux dire, au sein de l'ONU, là où il y a plus de 173 pays, du jamais vu dans l'histoire d'un pays où notre pays, on l'a complètement défiguré. C'est une insulte, on l'insulte quasiment à la tribu. Même le Mali demande à l'Algérie, foutez-nous la paix, occupez-vous de vos problèmes. Nous sommes des Maliens, nous sommes capables de transcender les problèmes. Sur le plan avec le voisin marocain, ils ont décidé comme ça d'imposer des visas. Bon, peut-être, il fallait un peu réfléchir, mais imposer qui? Même un binational, même c'est-à-dire un Marocain avec une nationalité française, s'il est d'origine, il ne faut pas le laisser. C'est une rarota, même des gens qui ont été bloqués, on ne sait pas sur quel pays avancer. Avec l'Espagne, avec qui on entretenait une relation quasiment avec un traité d'amitié qui a été signé,
On n'a plus de relations. Quant à la France, maintenant, c'est la droite qui a pris le pouvoir. Vous allez voir Retailleau qui va encore tailler sur les accords d'Évian 68. Quant aux États-Unis, heureusement, c'est une relation froide, mais quand même de loin. Quant à notre partenaire, la Russie, il risque de nous tourner le dos quasiment. Mais c'est une insulte. À partir du moment où il a décidé de mettre sa milice Wagner dans le Sahel sans consultation avec le commandement militaire algérien. C'est ça votre allié naturel? C'est ça votre allié historique? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plan diplomatique international, ça y est, l'Algérie, je veux dire, ne tourne plus. Mais il a... Enfin, dites-moi, M. Tebboune, il reçoit qui? Est-ce qu'il reçoit des grosses pointures? Est-ce que le président de la Chine, il est venu en Algérie? Alors qu'on lui donne des projets, je veux dire, à vue de ciel. On lui donne tous les projets de l'Algérie pour les Chinois. Je n'ai jamais vu le Premier ministre chinois débarquer en Algérie. Ni d'autres, je veux dire, est-ce que vous avez vu des premiers ministres des grands pays scandinaves, de l'Union européenne qui sont de passage à Alger? Nous remarquons toujours le commandant militaire, un colonel de l'Africom, un commandant de l'Africom et ceci, cela. On utilise l'Algérie juste pour les questions sécuritaires et militaires, pas pour les intérêts de l'Algérie ni pour l'intérêt du peuple, juste parce qu'elle sous-traite, parce qu'on veut que l'Algérie sous-traite les problèmes extérieurs, tout simplement, sans se rendre compte que c'est un pays qui s'enlise dans une dictature totale où il n'y a pas de démocratie, où la liberté d'expression est complètement lessivée. Moi, je lance un appel à ces décideurs parce qu'on ne sait pas qui décide derrière. Il faut sortir. Vous êtes responsables de ce qui arrive à l'Algérie. Ils sont responsables devant l'histoire de ce qui arrive à notre pays. Notre pays, il a touché le fond, Yann Arsenault. Il a touché le fond. On n'a jamais vu depuis 62 notre pays, il reçoit des insultes, il reçoit des gifles, on l'isole. Est-ce que vous avez vu Tebboune quand il part à l'étranger? Il y a des tête à tête. Quasiment personne ne souhaite avoir un entretien bilatéral avec lui. D'ailleurs, même lui, je suppose qu'il évite de sortir de l'Algérie et aller vers des sommets internationaux parce qu'il sait que s'il demande un entretien avec ou tel, il risque d'avoir une fin de non-recevoir. Merci. C'est ça la diplomatie et notre politique extérieure à l'Algérie. Quant à l'intérieur, n'en parlons plus, c'est l'article 87 bis et les détenus d'opinion. C'est une faillite totale, notre pays. Merci. Il faut sauver notre pays. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Merci beaucoup, Lia. C'est avec Saha, on est arrivé à la fin de cette émission. Elias Jubaili est en train de dire qu'il faut sauver notre pays. Merci à Elias Jubaili, ingénieur économiste, militant politique. Merci aussi à Nazim Taleb qui était avec nous, membre du secrétariat Mouvement Rached. Il était avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'atikoum Saha.